Soyez les bienvenus dans ce magazine. C'est une semaine littéralement inédite, folle même, diront certains, que nous venons de vivre en France. Démissionnaire lundi, Sébastien Lecornu a été rappelé par le chef de l'État vendredi soir. De nouveau sous la menace d'une censure, le Premier ministre doit dans un délai ultra court composer son nouveau gouvernement avant de présenter un projet de budget ce lundi. Ah, on va avoir un sujet. Bon, c'est exactement ça, c'est le résumé, quoi. Tout ça pour ça, quoi. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. C'est un grand n'importe quoi. Voilà, c'est un grand cirque. Moi, je trouve ça déprimant. Et j'ai l'impression qu'on va un peu droit dans le mur, en fait. Je trouve qu'il fait un bon boulot. Il a été plutôt performant, je trouve, dans son ministère. Et je pense que ça peut être un bon profil qui soit à l'écoute des autres et qui soit force de proposition. On est dans le fond du trou, autant tenter des trucs nouveaux. Et je me dis que peut-être que les gens qui sont pas politiques sont peut-être moins après l'appât du gain. Voilà donc pour ces quelques réactions recueillies ici en France. Bonjour à vous, Anthony Berthellier, journaliste politique au Huffington Post. J'imagine que cette semaine a été aussi dense et compliquée pour vous également. Nombreux en réalité sont ceux qui considèrent que derrière toute cette crise et cette instabilité que vit notre pays en ce moment, on la doit au président de la République qui a refusé de lâcher en partie le pouvoir et de le partager. C'est même ce qu'a dit son ancien Premier ministre Gabriel Attal. Est-ce que si vraiment on devait trouver un responsable aux origines du problème, ce serait le chef de l'État lui-même? Oui, il y a peut-être beaucoup de co-responsables, mais c'est le premier des responsables. Et honnêtement, depuis la dissolution de l'Assemblée, donc en juin 2024, Emmanuel Macron fait une succession d'erreurs politiques assez impressionnantes. Ça commence donc avec cette dissolution-là, et ça se termine cette semaine avec la nomination de Bruno Le Maire, d'un gouvernement avec énormément de ministres reconduits, alors que son Premier ministre avait promis la rupture. Et donc, c'est la succession de ces erreurs-là qui font qu'aujourd'hui, la France, effectivement, est bloquée, à tel point que beaucoup des soutiens du président de la République ne le comprennent plus. Et ça, c'est le signe d'une fin de règne assez terrible et assez crépusculaire. C'est que, même dans son propre camp, c'est la foire à celui qui va le plus se démarquer. Effectivement, Gabriel Attal qui dit « Je ne comprends plus les décisions du président, il faut qu'il apprenne à lâcher le pouvoir ». C'est quand même très significatif. Est-ce que vous diriez qu'il est en train aussi de s'abîmer dans une certaine mesure, le chef de l'État, dans son tout dernier mandat ? Oui, complètement. Complètement. Ce dernier mandat est très, très compliqué pour lui. On voit qu'il a encore des ressorts à l'international. Mais justement, si on veut parler de ça, aujourd'hui, cette situation nationale, ça l'englue complètement. On voit que dans ces initiatives, c'est difficile. On voit qu'avec les difficultés de certains de nos partenaires européens, la France aurait pu être l'homme fort de l'Europe sur ces années-là. Mais avec une situation aussi bloquée en France, c'est impossible. Et au contraire d'être l'homme fort de l'Europe, à cause de ce blocage-là, la France peut être l'homme malade de l'Europe. Et ça, c'est aussi désastreux pour le bilan d'Emmanuel Macron, bien sûr. En tous les cas, il a donc rappelé son Premier ministre, celui même qui avait démissionné en début de semaine, Sébastien Lecornu, qui a donc accepté de revenir, qui disait même ce matin en déplacement dans un commissariat en région parisienne qu'il n'y avait franchement pas d'autres candidats à Matignon, et qui avait eu cette rhétorique, celle du moine soldat, celle de l'homme qui a le sens du devoir. Il est en réalité quoi, le seul homme de la situation en ce moment même, alors qu'il y a une urgence? C'est en tout cas ce que pensent les deux têtes de l'exécutif aujourd'hui en France, c'est-à-dire le président de la République et le Premier ministre. Les deux pensent, et en tout cas c'est ce que montre cette reconduction, malgré une semaine rocambolesque, on l'a vu dans le sujet précédent, terrible à mon avis pour l'opinion, dans l'opinion. Et les mots sont forts, certains Français parlent de cirque. Oui, de cirque. Je pense qu'il y a une colère, c'est un sondeur ce matin qui parlait d'une colère froide, je pense qu'il y a un mélange de dégoût, de désintérêt, et le risque de ça, c'est de dégoûter les Français de la vie politique et de la vie démocratique. Et on sait quel risque tout cela peut comporter. Donc oui, ce qu'il se passe, c'est que malgré cette semaine terrible, l'Élysée, Emmanuel Macron, a considéré que le mieux placé aujourd'hui pour faire adopter ce budget si périlleux, c'est Sébastien Lecornu. Et pour revenir en deux mots sur la phrase de M. Lecornu dans son premier déplacement, de dire qu'il n'y avait pas énormément de candidats au poste, c'est un petit peu fort de café, parce que s'il y en avait, et pour le coup, cette fois-ci, pas mal d'éléments objectifs fléchés vers un Premier ministre plutôt ouvert à la gauche, en tout cas pas si proche d'Emmanuel Macron. Arithmétiquement parlant, aujourd'hui, c'est plutôt un socialiste ou quelqu'un de proche du Parti socialiste qui aurait la meilleure assise au Parlement. C'est pas ce qu'a choisi le président de la République. Il a encore pris son plus proche. Et est-ce qu'on sait vers quelle composition de gouvernement, avec quel profil on va se retrouver d'ici les 48 heures qui restent, puisqu'un budget doit être présenté lundi? Est-ce que ça, on a déjà une idée? Alors,
On a quelques certitudes dans cet océan de flou, c'est que Sébastien Lecornu a été reconduit avec une feuille de route, c'est qu'il ne veut pas de ministre en lien avec 2027. Donc tous ceux qui ont un petit peu fait acte de candidature de près ou de loin ne devraient pas en être. Donc si on suit cette logique, c'en est fini de M. Retailleau, c'en est fini aussi de M. Darmanin au gouvernement, peut-être même Elisabeth Borne, qui parfois avait dit qu'elle caressait l'espoir d'une éventuelle candidature. Donc ça, c'est le premier élément clair. Deuxième question, c'est les Républicains qui viennent d'annoncer qu'ils n'y seront pas. Donc, on se dirige éventuellement vers un gouvernement normalement renouvelé et peut-être des profils techniques. On parle parfois du gouverneur de la Banque de France qui pourrait rentrer. On parle de Laurent Nunez, qui est l'actuel préfet de police de Paris. Aux côtés de Sébastien Lecornu ce matin. Exactement. Ce n'est peut-être pas un hasard. C'est ces profils-là qui peuvent rentrer aujourd'hui. À qui profite cette crise, en réalité, Anthony, d'un mot ? Je crois que ça profite aux partis qui sont très clairs dans le chemin qu'ils proposent aux Français. Aujourd'hui, dans la scène politique française, il y a deux partis qui ont un agenda très clair. C'est le Rassemblement national, qui veut une dissolution pour en partie ses propres intérêts, notamment pour la candidature difficile de Marine Le Pen, et tester ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel. Et il y a la France insoumise, qui de son côté veut le départ du président de la République, dit depuis 1 an aujourd'hui que le problème est à l'Élysée, et c'est à l'Élysée que les choses doivent se passer. À mon avis, ces deux partis qui se mettent... Extrême droite, extrême gauche. Je pense. Je pense que ces deux partis-là sortent, en tout cas, peut-être pas grandis, mais pas abîmés par cette séquence qui est honnêtement désastreuse pour la classe politique aujourd'hui en France. Et c'est un journaliste politique qui le dit. Merci beaucoup, Anthony. Merci on peut vous lire sur le site du Huffington Post. Merci de nous avoir accompagnés ce samedi. En France, toujours une page qui se tourne enfin pour Gisèle Pelicot. Elle était présente cette semaine pour le procès en appel d'un des 50 co-accusés dans le cadre des viols de Mazan. L'homme écope finalement 10 ans de prison, soit 1 an de plus qu'en première instance en décembre 2024. Il a tout au long de ce procès clamé son innocence, assurant avoir été manipulé par l'ex-mari de Gisèle Pelicot, Alexandra Quarini. Il espérait voir sa peine réduite en appel, mais à l'issue de 4 jours d'audience, Hussametin Dogan écope de 10 ans de prison, 1 an de plus que lors de sa condamnation en première instance. Cet ex-ouvrier de 44 ans, au parcours socio-professionnel chaotique, était le seul des 50 co-accusés condamnés en décembre 2024 à avoir fait appel. Sa ligne de défense n'a jamais changé. Il affirme avoir été sous l'emprise de Dominique Pelicot et n'a jamais exprimé le moindre remords, s'estimant lui-même victime. J'ai fait un acte sexuel, j'ai jamais violé personne. C'est lui le manipulateur, c'est pas moi, c'est lui qui m'a attiré là-bas. Durant les 4 jours d'audience, 9 jurés populaires et 3 magistrats ont dû visionner une douzaine de courtes vidéos, des preuves accablantes, archivées méticuleusement par Dominique Pelicot. Son ex-femme y apparaît totalement inerte, ronflant parfois fortement. Hussametin Dogan et Dominique Pelicot chuchotent pour éviter de la réveiller. Mais l'accusé l'affirme, il pensait participer à un scénario libertin. Une ligne de défense suscitant l'exaspération dans la salle d'audience. À quel moment je vous ai donné mon consentement? Jamais. Assumez vos actes et arrêtez de vous cacher derrière votre lâcheté. Gisèle Pelicot, chaleureusement applaudie, comme à chacune de ses apparitions, réaffirme une nouvelle fois sa volonté que la honte change de camp, mais elle se défend d'être une icône, juste une femme ordinaire qui a levé le huis clos, ce sont ses mots. Son nom, lui, restera gravé à jamais dans la lutte contre les violences sexuelles. Et cette semaine, dans notre pays, l'hommage très solennel rendu à Robert Badinter, ce farouche combattant de la peine de mort, est entré au Panthéon avec ses combats, a dit le chef de l'État lors de la cérémonie. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, donc Emmanuel Lagarde, Frédéric Basile. Quand le cercueil remonte doucement la rue Soufflot, Robert Badinter emprunte le même chemin que son idole Victor Hugo il y a 140 ans. Les mots de l'écrivain farouche combattant de la peine de mort sont d'ailleurs les premiers à résonner dans la voix du comédien Guillaume Gallienne. Qu'est-ce que la peine de mort? La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Bien avant de remporter son combat contre la peine de mort, Robert Badinter fut un enfant marqué par la guerre et l'antisémitisme. J'allais avoir 15 ans, quand mon père a été arrêté à Lyon, le 9 février 1943, par la police allemande.
Devant les marches du Panthéon, des magistrats s'avancent au son d'une chanson de Julien Clerc, L'assassin assassiné ou les derniers jours d'un condamné. Le sang d'un condamné à mort, c'est du sang d'homme, c'en est encore, c'en est encore. Ce n'est pas la dépouille de Robert Badinter qui entre au Panthéon, elle demeure dans le carré juif du cimetière de Bagneux. Puissance du symbole, le cercueil contient sa robe d'avocat, son discours pour l'abolition et 3 livres choisis par son épouse. Elisabeth Badinter a souhaité la cérémonie la plus sobre possible. Désormais, le parcours individuel de l'avocat et de l'homme politique s'efface derrière les valeurs universalistes qu'il portait. Ces combats sont ceux qui traversent les siècles et portent nos idéaux comme la définition véritable de ce que nous sommes. À l'extérieur du Panthéon, ce message résonne. C'est important de pouvoir avoir ces événements qui rassemblent tous les Français malgré les événements actuels. Robert Badinter rentre au Panthéon et avec lui une haute idée de l'idéal républicain et de la dignité humaine. Et voilà, ainsi s'achève votre magazine. Merci de votre attention.